Een hele goede middag iedereen. Welkom op deze nieuwe sessie van Altius Digital Law Webinar. Vorige keer hebben wij het gehad over cookies, hoe een cookie banner op te stellen, welke inhoud moet er in een cookie policy. Deze keer gaan we het hebben over inbreuken in verband met persoonsgegevens. Dat is de officiële benaming voor een personal data breach, maar kortweg kunnen we ook spreken over een datalek of een gegevenslek. Dat ben ik zelf, Jan Klink, en Anne-Sophie Raon, mijn collega. Data breaches komen heel vaak voor in het nieuws. Deze krantenkoppen illustreren dit. En wij gaan u daarvoor proberen wat meer inzicht te geven over wat is het onderwerp. U kan al uw vragen tijdens deze sessie in de chat zetten. Wij gaan zelf ook vragen stellen en wij gebruiken daarvoor de tool Poll Everywhere. U kan daaronder de instructies vinden hoe u daarop kan inloggen. En om te testen of dat alles prima functioneert, hebben wij een eerste vraag voor u. Ook om even te kijken wat de ervaringen zijn van ons publiek met data breaches. Geen zorgen, wij kunnen niet zien welk bedrijf dat ja of nee gaat stemmen. U bent ook absoluut niet verplicht om deze vraag te beantwoorden, maar het geeft gewoon een indruk aan ons van wat dat uw kennis over het onderwerp is. Toch een aantal die er al mee geconfronteerd zijn. Nog meer. En dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. En dat zullen we straks verder toelichten. Waarover gaan we het juist hebben vandaag? We hebben twee delen voor u voorzien. Een eerste, meer theoretisch kader, waarbij dat we de belangrijkste vragen van een gegevenslek gaan beantwoorden. Namelijk, wat is dat nu, een gegevenslek? Wanneer moet een gegevenslek gemeld worden bij de gegevensbeschermingsautoriteit hier in België? En wanneer moet er ook eventueel een kennisgeving worden gedaan aan betrokkenen? Dat deel gaat Anne-Sophie voor haar rekening nemen. Nadien, het tweede deel, gaan we meer in de praktijk kijken van hoe moet nu juist die melding gebeuren bij de gegevensbeschermingsautoriteit en wat zijn onze ervaringen bij het indienen van het formulier en de reactie die bedrijven krijgen wanneer dat zij een gegevenslek hebben gemeld. Eerst het theoretische kader. Anne-Sophie. Bonjour à tous. Alors, comme Yann vient de l'expliquer, on va commencer par une partie plus théorique où on va parler de qu'est-ce qu'une violation de données personnelles, quand est-ce qu'il faut notifier cette violation à l'autorité de protection des données, et enfin, quand est-ce qu'on doit communiquer aussi cette violation de données personnelles aux personnes concernées. Alors, avant de commencer vraiment et d'entrer dans le vif du sujet, ici sur le slide, vous avez vraiment les textes de référence en matière de violation de protection des données. Si un jour vous avez une question à sujet et que vous avez envie de lire un petit peu des informations générales, ça c'est ce que vous devez lire en premier. Donc évidemment, on a le RGPD lui-même, les considérants 85 à 87, ainsi que les articles 4, 33 et 34. Ensuite, on a aussi les lignes directrices du Comité européen de protection des données, le EDPB. Ils ont en effet publié des lignes directrices concernant tout ce qui concerne les violations de protection des données, les violations de données personnelles. L'autorité belge a aussi quelques informations sur son site internet, mais ce n'est pas des informations qui vont très en détail. Par contre, d'autres autorités européennes ont, elles, publié des informations plus en détail et plus approfondies. Donc là, on a des lignes directrices de la Autoriteit Persoonsgegevens des Pays-Bas, qui a publié par contre ses lignes directrices fin 2015, donc c'était encore sous l'ancien régime. Ça peut être intéressant dans certaines circonstances de quand même aller les lire. On a la CNIL, donc l'autorité française, qui a publié une FAQ en juin 2018, ainsi que la ICO, qui a également publié une FAQ sur son site internet
La ICO a également publié un outil par lequel vous pouvez vous-même aller évaluer le besoin de notifier ou non via une sorte de flowchart interactif. Vous pouvez répondre à des questions. C'est pas très en détail, mais ça peut donner une confirmation si jamais vous avez un petit doute quant à la marche à suivre. Alors, on regarde la première question, la question la plus importante quand on se pose une question de savoir si on est face à une violation de données personnelles, c'est évidemment qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'on parle exactement. La notion telle qu'elle est définie par le RGPD à l'article 4, c'est une notion qui est très large. Il faut le garder en tête quand on pense à ça, parce que parfois on a certains incidents qui pourraient spontanément, on ne pourrait pas les qualifier de violation de données personnelles, mais quand on lit vraiment la définition, en fait, si ça va tomber dedans. Donc, qu'est-ce que c'est une violation de données à caractère personnel? C'est un incident de sécurité qui peut mener à la destruction, à la perte, à la modification, à la divulgation non autorisée ou à l'accès non autorisé de manière accidentelle ou illicite de données à caractère personnel. Donc ça peut vraiment englober tout un tas de situations. De cette définition, on peut déduire 3 types de violations de données à caractère personnel. Donc on a tout d'abord un type qui porte atteinte à la confidentialité des données en tant que telles. Donc c'est des personnes qui auront accès aux données personnelles alors qu'elles n'étaient pas supposées y avoir accès. On peut aussi avoir une atteinte à l'intégrité des données. Donc les données vont être altérées, vont être modifiées alors que ce n'était pas le but. Ou alors on va avoir une atteinte à la disponibilité des données, c'est-à-dire que alors qu'on en avait encore besoin, elles vont être supprimées par exemple ou elles seront bloquées. C'est important de savoir que cette distinction entre 3 types de données n'a pas de conséquences légales en tant que telle. Ça ne change rien que ce soit une confidentialité ou une donnée d'intégrité. Mais par contre, ça va être utile pour se faire une meilleure image de ce qu'on a vraiment comme type d'incident de sécurité auquel on doit faire face. C'est aussi une distinction qui est utile dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque vous notifiez une violation de données à l'autorité de protection des données, une des questions du formulaire, c'est justement quel est le type de violation auquel vous faites face. Alors ici, on va directement voir avec 2 questions si vous avez bien saisi le concept de data breach, de violation de données à caractère personnel. Donc la première situation, c'est la situation où un responsable du traitement envoie un courrier à un patient et ce courrier reprend les résultats d'un test sanguin. Seulement, le courrier est envoyé à la mauvaise personne. Est-ce que selon vous, il s'agit d'une violation de données personnelles? Alors, j'attends encore une petite minute. Mais il me semble que tout le monde a bien compris le concept, puisque évidemment, ici, on est face à une violation de données personnelles. On a vraiment une divulgation, une atteinte à la confidentialité des données, puisque les données de santé, qui plus est, vont être divulguées à une personne qui n'était pas supposée y avoir accès. Selon les circonstances, on pourrait également avoir potentiellement une atteinte à la disponibilité des données. Ça dépend à quel moment le responsable du traitement va être au courant en fait du problème. Mais si la personne qui est supposée recevoir son résultat de test sanguin doit attendre de nombreuses semaines avant de l'avoir, de nombreuses semaines de plus qu'initialement prévu, on pourrait également être face à ce type de violation de données personnelles. Alors, deuxième situation, on a un employé d'une compagnie de construction qui a oublié son ordinateur portable dans le train et cet ordinateur contient les données personnelles de plus de 500 clients. Il a cependant un backup de toutes les données. Est-ce que vous considérez que, oui ou non, c'est une violation de données à caractère personnel? Alors ici aussi, je pense que tout le monde a bien saisi. En effet, même si la personne a une copie de toutes les données, ça reste une violation de données à caractère personnel. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement une atteinte à la confidentialité des données. Ici, on n'est pas sûr que quelqu'un a retrouvé l'ordinateur et a en effet consulté les données, mais il est plus prudent de partir du
postulat que quelqu'un va trouver l'ordinateur et qu'on y aura accès parce que dans le casus, il n'est pas crypté et donc on doit partir du principe que, a priori, quelqu'un va consulter les données. Dès lors, on a une violation de données à caractère personnel. Alors voilà, maintenant on a fait face à un incident de sécurité, on a évalué en fonction de la définition si oui ou non on était face à une violation de données à caractère personnel. On se rend compte que oui. Est-ce qu'il faut notifier à l'autorité de protection des données, oui ou non? Alors la réponse va dépendre de notre rôle par rapport à ces données, entre autres. En effet, le rôle du responsable du traitement et du sous-traitant ne vont pas avoir les mêmes obligations face à une violation de données à caractère personnel. Le responsable du traitement, tout d'abord, qu'est-ce qu'il va devoir notifier? Il va devoir notifier toute violation de données à caractère personnel à qui? À l'autorité de protection des données. Attention, en cas de traitement transfrontalier, évidemment, il faudra la notifier à l'autorité de contrôle chef de file et pas à toutes les autorités potentiellement concernées. Quand est-ce qu'il va devoir faire ça? Le responsable du traitement, il a un délai obligatoire qui est prévu par le RGPD et que vous connaissez certainement, qui est de 72 heures. 72 heures à partir du moment où le responsable du traitement a connaissance de l'existence de la violation de données à caractère personnel. Une exception existe. En effet, le responsable du traitement ne doit pas faire cette notification si la violation de données n'est pas susceptible de causer un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Autrement dit, la notification à l'autorité de protection des données sera obligatoire dès lors qu'elle entraîne un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Le sous-traitant, à l'inverse, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que lui, il va aussi devoir regarder s'il a fait face à une violation de données personnelles, mais il ne va pas du tout devoir notifier à l'autorité de protection des données, il va devoir faire cette notification à son responsable du traitement. Il ne va pas non plus, attention, devoir faire l'évaluation de cette violation. Il ne va pas devoir regarder à quel point la violation est grave, par exemple, mais il va devoir simplement constater qu'il a subi une violation et la notifier au responsable du traitement. En cas de doute par rapport à la nature de l'incident de sécurité que le sous-traitant rencontre, c'est évidemment conseillé de quand même notifier au responsable du traitement afin que celui-ci puisse prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité du traitement des données si jamais il y a un souci. Mais normalement, il doit surtout notifier les violations de données personnelles. Dans quel délai est-ce qu'il doit faire cette notification? Là, il n'y a pas de délai obligatoire comme pour le responsable du traitement, mais il doit simplement faire cette notification dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le plus vite possible. Là encore, on a un régime dérogatoire, c'est-à-dire que contractuellement, les parties peuvent déroger à ce principe légal et peuvent par exemple décider que le responsable que le sous-traitant va devoir notifier tout incident de sécurité et pas simplement les violations de données personnelles, ou va devoir les notifier dans les 24 heures et pas dans les meilleurs délais. C'est même possible d'imposer au sous-traitant de faire lui-même la notification à l'autorité de protection des données. C'est une option qui est reprise dans le formulaire de notification, mais tout ça, ce seront des arrangements contractuels qui seront conclus entre les parties et c'est pas le régime légal. Alors, une fois qu'on a fait ça, comme je vous ai expliqué, la notification à l'autorité de protection des données, elle n'est obligatoire que si la violation entraîne un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce risque? Un risque, c'est considéré par le RGPD comme tout ce qui pourrait mener à un dommage et que ce dommage soit physique, matériel ou non matériel. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est par exemple une violation de données qui pourrait mener à une discrimination, qui pourrait mener à une fraude à l'identité, à un vol d'identité, à des pertes financières, à une atteinte à la réputation. Même une perte de contrôle de ces données par une personne concernée va être considérée comme un risque. Donc c'est quand même assez large. Le DPB, donc le Conseil européen de protection des données, dans les guidelines, ces lignes directrices sur la violation de données à caractère personnel, a listé aussi toute une catégorie, toute une série de critères qu'on va pouvoir prendre en compte pour déterminer si, dans ce cas-ci, on a un risque pour les personnes concernées et si c'est un risque grave ou non.
Et ces critères sont les suivants. Donc, on va regarder le type de violation. Donc, ça, c'est les 3 types que j'ai listés tout à l'heure. Donc, la confidentialité, l'atteinte à l'intégrité et l'atteinte à la disponibilité des données. On va regarder la nature, le volume, la sensibilité des données qui sont concernées. On va regarder à quel point c'est facile d'identifier la personne concernée sur base des données qui ont fuité ou qui sont compromises. Donc, si par exemple un hacker copie toute une liste d'adresses email, est-ce que sur base de ces emails, de ces adresses, il va pouvoir identifier facilement la personne qui a derrière l'adresse email? C'est un critère qu'on va prendre en compte. On va regarder la gravité des conséquences qui peuvent être liées à la violation. On va regarder s'il y a des caractéristiques spécifiques des individus, par exemple si ce sont des personnes mineures. On va regarder s'il y a des caractéristiques spécifiques des responsables du traitement. Par exemple, on ne va pas évaluer le risque de la même façon si le responsable du traitement est un hôpital ou si c'est une compagnie, une entreprise lambda qui ne traite pas de données particulièrement sensibles. Et enfin, on va aussi regarder combien de personnes sont concernées par cette violation de données à caractère personnel. Une fois qu'on a fait notre évaluation sur base de tous ces critères pour voir s'il y a un risque ou non, et qu'on arrive à la conclusion qu'en fait, dans ce cas-ci, il n'y a pas de risque pour les personnes concernées, alors on ne doit pas faire de notification à l'autorité de protection des données. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire du tout, ça veut simplement dire qu'on doit encore noter cette occurrence, cet incident, cette violation de protection de données personnelles dans le registre de violation des données personnelles que chaque responsable du traitement doit avoir, comme vous le savez. Ce registre, comme c'est expliqué, comme vous le savez bien, doit être tenu à jour en permanence et doit être tenu à la disposition de l'autorité de protection des données en cas d'enquête. Alors, maintenant, on a vu qu'en effet, on est face à une violation de données personnelles, il y a un risque, donc on doit notifier à l'autorité de protection des données, et on doit faire cette notification dans les 72 heures. Les 72 heures, mais quand est-ce qu'elles commencent exactement? Comme je l'ai expliqué, les 72 heures commencent dès que le responsable du traitement est à connaissance de l'existence de la violation de données à caractère personnel. On va regarder là, pas une connaissance absolue et certaine, mais un degré de certitude raisonnable de l'existence de telle violation. Ce moment dans lequel on aura vraiment connaissance de la violation, il va vraiment être évalué et déterminé au cas par cas selon les circonstances de l'espèce. Mais c'est un fait que ce critère pour le départ des 72 heures laisse en fait le temps, laisse un petit temps d'action au responsable du traitement pour faire une enquête. En effet, si par exemple on oublie une clé USB dans le train avec des données qui ne sont pas cryptées et on n'a peut-être pas de copie de ces données, les 72 heures ne vont pas commencer quand on les oublie, quand on oublie la clé, mais quand on se rend compte qu'on l'a oubliée. Un autre exemple, si un hacker contacte une entreprise, un responsable du traitement, pour lui dire que voilà, je suis rentré dans votre système, j'ai copié toute votre base de données et si vous ne me donnez pas X euros, je publie tout sur Internet, le responsable du traitement va d'abord appeler son informaticien ou son informaticienne pour examiner si en effet il y a eu une intrusion dans le système, si cette intrusion a permis à la personne qui s'est introduite d'avoir accès à ces données et de les copier. Si là on considère que oui, alors ok, là on est au courant de la violation et les 72 heures commencent. Attention, ça ne veut évidemment pas dire qu'on peut juste faire l'autruche et que si on est au courant d'un incident de sécurité, on peut juste ne pas enquêter et voilà, on n'est pas au courant, on ne doit pas faire de notification. Le GDPR oblige les responsables du traitement à faire preuve de diligence, à être actifs et réactifs dans la recherche de ces éléments et de mettre en place toutes les mesures organisationnelles et techniques pour justement détecter le plus tôt possible dès qu'il y a des soucis et pouvoir réagir de manière appropriée. Alors ici, donc on a fait toute la partie de savoir si et quand on doit notifier à l'autorité de protection des données, mais il y a la deuxième question qui est de savoir si on doit aussi notifier ou communiquer l'information selon laquelle il y a une violation de données personnelles à la personne concernée elle-même. Alors quand est-ce qu'on doit faire ça? On a aussi ce critère du risque qui revient, mais c'est plus le même puisqu'ici c'est un risque
élevé qu'il doit y avoir. Donc, on va devoir communiquer l'information aux personnes concernées seulement si la violation comporte un risque élevé pour leurs droits et obligations. Ce risque, on va l'évaluer exactement de la même manière que pour le risque qu'on utilise pour savoir si on doit notifier à l'autorité de protection des données. Donc, les critères de savoir combien, le nombre de personnes concernées, la sensibilité des données, etc. Mais on va simplement mettre la barre un petit peu plus haut puisque c'est plus seulement le risque existe, mais le risque est élevé. À qui est-ce qu'on va faire cette communication? On va la faire aux personnes concernées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on va faire une communication qui est directe. On va pas faire une communication publique sur son site internet. La règle veut que, a priori, on communique directement à chaque personne que voilà, on a eu un souci avec leurs données. Là encore, au niveau des délais, on n'a pas de délai obligatoire comme pour la notification à l'autorité de protection des données, mais on va vous devoir faire ce type de communication dans les meilleurs délais. Ici encore, on a quelques exceptions, c'est-à-dire que si le responsable du traitement arrive à prendre des mesures et à mettre en place des choses pour que le risque ne se concrétise pas, alors il ne va pas être obligé de faire cette communication. Si par exemple, il y avait un risque qu'une personne non autorisée ait connaissance de certaines données, mais qu'avant que ça arrive, il ait réussi à mettre en place un blocage pour que cette personne n'y ait pas accès, alors le risque n'est plus élevé et c'est pas nécessaire de communiquer à la personne concernée. Autre exception, l'exception à la communication individuelle. On va être autorisé, en tant que responsable du traitement, à faire une communication qui est publique, donc par exemple sur son site internet ou une publication dans la presse, si une communication personnelle entraînerait un effort disproportionné dans le chef du responsable du traitement. Alors attention, ici aussi, on pourrait tenter de brandir cette exception à tout va en se disant, voilà, c'est beaucoup d'efforts d'aller envoyer un message à chaque personne, mais il y a forte chance que l'autorité de protection des données interprète cette exception de manière très stricte. On n'a pas encore de jurisprudence en Belgique sur l'interprétation de cet article, mais on a par contre déjà une décision de l'autorité de protection des données polonaise qui s'est prononcée sur le même type d'exception se rapportant à l'article 14, l'obligation d'information aux personnes concernées, et qui là a dit, donc c'était l'affaire Bisnode. Bisnode qui est une entreprise qui récolte des données publiquement accessibles sur Internet et qui en fait des profils par personne pour les réutiliser plus tard. Pour plus de 6 millions de ces personnes, Bisnode n'avait pas d'adresse email et donc ne pouvait pas leur envoyer leur politique de confidentialité pour les informer qu'ils traitaient leurs données par email, mais devait le faire par voie postale. L'autorité de protection des données a dit, eh bien ça, ce n'est pas un effort disproportionné. Le coût qui peut être significatif, qui découle du fait que Bisnode va devoir envoyer un courrier à chaque personne, à ces plus de 6 millions de personnes, ne peut pas être pris en compte dans une évaluation d'efforts disproportionnés. Donc voilà, si cette exception existe, il faut le savoir et on peut l'utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser à tout va et il faut être au courant que l'interprétation risque d'être stricte. Alors ici, on reprend nos deux exemples de tout à l'heure et on va voir si vous avez bien, si vous avez un peu plus un sentiment de savoir si vous devez ou non notifier. Donc on avait cette lettre qui contient un résultat de test sanguin qu'on a envoyé à la mauvaise personne concernée. Est-ce que vous pensez qu'ici, on va devoir faire une notification à l'autorité de protection des données et ou à la personne concernée? Alors, en effet, je pense que tout le monde a bien saisi le principe. Ici, on a évidemment un risque pour la personne. On va devoir de toute façon notifier à l'autorité de protection des données. En effet, dès qu'on parle de données sensibles, c'est risqué. Ici, ça peut être très risqué selon les données qui sont traitées. Pour savoir si, du coup, on va devoir notifier aussi à la personne concernée, il va falloir peut-être plus regarder les circonstances de l'espèce. Comment est-ce que le responsable du traitement s'est rendu compte qu'il y avait un souci? Est-ce que la personne qui a reçu la lettre l'a appelé ou est-ce que c'est la personne qui ne l'a pas reçue qui 2 mois plus tard a rappelé
pour savoir où en étaient ces résultats. On va peut-être aussi regarder quel type de données sont comprises dans le résultat sanguin. Est-ce que c'était simplement pour évaluer l'état de ces vitamines ou est-ce que c'était pour des éléments plus sensibles comme une MST ou autre. Deuxième situation, l'employé d'une entreprise de construction qui a oublié son ordinateur portable dont il a une copie dans le train. Est-ce que ici on va devoir notifier à l'autorité de protection des données, oui ou non? Alors je vois qu'ici, en effet, la réponse est un petit peu plus subtile et plus nuancée. On est moins certain. Ça va dépendre. Ici, on peut quand même considérer qu'il y aura un risque pour les personnes et qu'on va de toute façon falloir notifier à l'autorité de protection des données parce que, voilà, on a quand même plus de 500 personnes dont leurs données sont accessibles à une personne qui n'était pas supposée y avoir accès. Après, pour savoir si le risque est élevé, là, on va devoir avoir plus d'informations sur vraiment les circonstances de l'espèce. Est-ce que, par exemple, ces 500 clients c'était les données de contact de sous-traitants qui sont aussi des professionnels, ou est-ce que c'était vraiment les adresses de particuliers qui sont en train de reconstruire une maison avec des montants, avec vraiment une indication de leur niveau de richesse, par exemple. On va aussi regarder de nouveau les circonstances qu'est-ce qui s'est passé après que la personne ait oublié son ordinateur portable. Si l'ordinateur était protégé par un mot de passe, voilà, pas crypté, mais une protection basique, et que dans les heures qui suivent, une personne de bonne foi rapporte l'ordinateur à l'entreprise ou appelle pour dire qu'elle l'a trouvé et qu'elle veut bien le rendre, là, on pourra déjà se dire que voilà, en fait, ici, il n'y a pas de risque et on n'est peut-être même pas obligé de notifier à l'autorité de protection des données si on l'a récupéré très rapidement après la perte de l'ordinateur. Et donc voilà, ici, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions concernant la notion de violation de données à caractère personnel. Et je laisse la parole à Yann pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Nu dat we weten wat dat een datalek is en wanneer het gemeld moet worden, hoe gebeurt dat nu in de praktijk? Wanneer en hoe moeten we dit melden? De Gegevensbeschermingsautoriteit voorziet daarvoor een specifiek formulier op haar website. U kan het raadplegen in de 3 landstalen, dus niet in het Engels. En u zal dan een pdf krijgen van een 15-tal pagina's. Dus een vrij uitgebreide vragenlijst die behoorlijk complex is en, als u het ons vraagt, ook niet helemaal gebruiksvriendelijk. Die werkt op basis van een aantal hoofdvragen en afhankelijk van de antwoorden die u daarop invult, komen er een aantal subvragen en heeft u dus een hele lijst aan informatie over te maken aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is lastig werken, zeker omdat er heel vaak een tijdsdruk is, die 72 uur, die moet worden gerespecteerd. En zeker als klanten liever het Engelstalig invullen omdat er moet gecommuniceerd worden of overlegd worden met een moedervennootschap, is het lastig om die pdf zomaar over te maken, omdat niet alle vragen altijd eigenlijk openstaan, wat het natuurlijk niet handig maakt om te overleggen met de klant, de antwoorden te valideren en op tijd door te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een vraag die je natuurlijk hierbij kan stellen is, moet al deze informatie worden opgevraagd? Want de GDPR voorziet wel dat bepaalde informatie moet worden overgemaakt aan de autoriteiten wanneer dat je te maken hebt met een datalek. Maar wat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit doet, gaat eigenlijk veel verder. Zij vraagt meer informatie op dan eigenlijk vereist is onder de GDPR. En zij bepaalt ook zeer duidelijk de manier waarop dat het moet gebeuren, namelijk met dit formulier via haar website. Kunnen we dat dan op een andere manier doen en kunnen we dan eventueel per e-mail dat doorsturen en slechts ons beperken tot de informatie die de GDPR voorschrijft? Dat kan, maar we raden het toch zeker af. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft er zeer duidelijk over gecommuniceerd dat dit het enigste kanaal is via het welk dat je officieel een mededeling kan doen. Als je dit formulier niet gebruikt en als je het ook niet via de website doorstuurt, dan gaat men het niet kwalificeren als een mededeling die wordt gedaan. En dus dan stopt de klok van de 72 uur niet met lopen. En zal het dus ook niet als een melding onder de gegevenslekregeling worden gezien.
We gaan met u niet heel dit formulier overlopen. Eén belangrijk punt willen we toch duidelijk aanstippen, en dat volgt ook op hetgeen dat Anne-Sophie al heeft gezegd. Je hebt een onderscheid in het begin dat je kan maken tussen een voorlopige melding en een definitieve melding. Alle informatie moet dus niet in één keer binnen die 72 uur worden overgemaakt aan de gegevensbeschermingsautoriteit. En dat is toch belangrijk om te weten, omdat die 72 uur zeer vaak veel te weinig tijd geven om grondig te gaan nakijken van wat zijn nu juist de gevolgen voor de onderneming, voor de betrokkenen, wat is de oorzaak van het lek geweest. Volstaat het om binnen die 72 uur een voorlopige melding te doen met de informatie die je op dat moment hebt. En dan kan je nadien nog een definitieve melding gaan maken. Het is enkel voor die voorlopige melding dat de tijdsklok van 72 uur loopt en nadien is er geen wettelijke termijn om de definitieve melding te gaan doen. Dat is dus zeer belangrijk om in het achterhoofd te houden. Weet, er kan wel slechts 1 voorlopige melding worden gedaan. U kan geen 3, 4 meldingen doen om dan uiteindelijk uw definitieve melding uit te stellen. In totaal zullen er hoogstens 2 kunnen zijn. Welke reactie mag u dan verwachten? Wel, de ervaring leert ons dat ook op het vlak eigenlijk van voorlopige of definitieve melding, dat daar een groot verschil zit bij de autoriteit. Als u een voorlopige melding doet, zien we dat die vrij snel en vrij strikt worden opgevolgd in het systeem van de gegevensbeschermingsautoriteit. In sommige dossiers zien we dat de klant of wij, als wij de melding voor hen hebben gedaan, al binnen de 2 dagen een e-mail-reminder krijgen dat een definitieve melding nog moet volgen. Als die nog niet onmiddellijk volgt, kan het zijn dat er nog enkele reminders nadien worden verstuurd. En uiteindelijk kan het ook zijn dat de gegevensbeschermingsautoriteit een meer formele brief aan de verwerkingsverantwoordelijke richt, waarbij dat ze ook toch wel een dreigende toon gaan aanhouden en duidelijk stellen van kijk, als u die verplichtingen niet nakomt, als u definitieve melding niet doet, dan bent u in schending van de GDPR. En dan kan het zijn dat er een onderzoek wordt opgestart door de inspectiedienst en dat er eventueel ook sancties worden opgelegd door de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit. Wanneer er een volledige of een definitieve melding wordt gedaan, is de reactiviteit van de gegevensbeschermingsautoriteit eigenlijk vrij beperkt. Je krijgt altijd een melding via het systeem dat de melding die je hebt gedaan, dat die goed geregistreerd is. Maar nadien kan het zijn dat er geen antwoorden komen of een zeer kort antwoord waarbij dat men zegt van kijk, de zaak is hierbij afgesloten. Dat is niet enkel in zeer banale gegevenslekken, maar ook in een dossier dat we hadden waarbij dat er een ransomware werd gevraagd en waarbij dat alle gegevens van de klant eigenlijk geblokkeerd waren door hackers, waarbij dat men de termijn van 72 uur niet had kunnen respecteren. Ook daar kregen we bericht dat de zaak op dat moment eigenlijk werd afgerond. Men maakte nog wel voorbehoud dat er eventueel nog een onderzoek zou kunnen komen, maar dat was meer een standaard tekst die men aangaf. En voor zover dat wij weten, is er ook nog nooit een verder onderzoek in dat dossier gevolgd. Ook bijkomende vragen moet u zich meestal niet aan verwachten. Bijvoorbeeld een beoordeling dat u zegt van kijk, we denken dat het hier een risico is, maar geen hoog risico. Dat wordt op zich niet in vraag gesteld. Ook niet over de maatregelen die u heeft genomen en waarover dat u de autoriteit informeert. Ook daar zou u niet meteen commentaar krijgen van dat is goed of dat is slecht. Daar onthoudt de gegevensbeschermingsautoriteit zich meestal van. In 1 dossier kregen we wel een bijkomende vraag waarom dat de termijn van 72 uur niet was gerespecteerd, maar dat is sporadisch dat die vragen worden gesteld. De laatste maanden merken we wel dat de autoriteit met een soort van standaard follow-up brief werkt en die is niet altijd even duidelijk. We hebben daar een aantal uittreksels hiervan op de slide gezet. Je krijgt de brief dan aan, of dan beter gezegd, ja, de verwerkingsverantwoordelijke krijgt deze brief aan, waarbij dat enerzijds wordt bevestigd van kijk, u heeft uw meldplicht voldaan, dus dat is in orde, en dat men daarnaast stelt van kijk, onder artikel 34, dat gaat over het melden aan betrokkenen en dus waar dat er een hoog risico zou zijn, dan stond men een heel aantal zaken op die men aanbeveelt. Nu, ook in gevallen waarbij dat de verwerkingsverantwoordelijke
een datalek zou hebben gemeld waarbij dat er geen hoog risico is en dat er dus ook geen noodzaak is om aan de betrokkenen te communiceren, krijgen deze brief aan en wekt dit dus de indruk dat men toch nog een communicatie zou moeten doen aan de betrokkenen. Dat is niet de bedoeling. Men zegt dan ook verderop in die brief van kijk, mogen we u dan vragen wat het gepaste gevolg is dat u aan deze brief gaat geven. Maar wat dat juist inhoudt, dat is voor u om dat zelf uit te maken. En dat is ook heel duidelijk uit het einde van die brief, waar dat men zeer duidelijk zegt van kijk, de bedoeling is niet dat u aan ons gegevensbeschermingsautoriteit nog documentatie gaat overmaken. Het is ook niet de bedoeling dat u ons vragen gaat stellen of dat u voldoende maatregelen of gepaste maatregelen heeft genomen. U bent daarvoor de eindverantwoordelijke. Houd de documenten wel bij, want het kan zijn dat als er een onderzoek opstart, dat we dit wel gaan opvragen en gaan inkijken. Maar dus, er is eigenlijk geen mogelijkheid om een toetsing te krijgen of in overleg te gaan, toch niet op officiële wijze, met de gegevensbeschermingsautoriteit om te weten dat men op adequate manier heeft gereageerd op een gegevenslek. Volgt daar nu snel een onderzoek op of worden vaak sancties opgelegd wanneer er een melding wordt gedaan? Onze ervaring is daarbij dus eigenlijk van niet. Het kan natuurlijk een aanleiding geven voor een onderzoek door de inspectiedienst, maar in dossiers die wij al hebben behandeld is dat nog niet voorgekomen. En op de beslissingen die de gegevensbeschermingsautoriteit voorlopig heeft gepubliceerd, is er eigenlijk maar één zaak waar we kennis van hebben, dat is de Orange-zaak, waarbij dat er een gegevenslek was gebeurd bij een verwerker van Orange. Dat was een zeer ernstig gegevenslek, want dat ging over meer dan 100.000 klantengegevens. Orange heeft daar in die tijd ook een publieke communicatie over gedaan om dit te melden. Maar de sanctie die aan Orange werd opgelegd, die was er niet. Dus er werd geen sanctie opgelegd, ook al ging het over toch wel een vrij ernstig datalek. Welke sancties kunnen er worden opgelegd? Wel, dat zijn de sancties die de GDPR en die de wet op de oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit voorziet. Specifiek voor datalekken is het van belang om te weten van kijk, er kan nu een verplichting worden opgelegd om te communiceren met de betrokkenen. En wanneer er een geldboete zou worden opgelegd, dan kan het maximum van die administratieve boete oplopen tot 10 miljoen of 2% van de wereldwijde omzet. Dus dat is niet de hoogste categorie van administratieve boetes, want die kan oplopen tot 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet. Dat brengt ons bij nog een aantal takeaways van dit webinar. Wij zouden dit best samenvatten als better safe than sorry. En dat is ook het standpunt van de gegevensbeschermingsautoriteit, die er de nadruk op legt van kijk, het is belangrijk dat u de meldingen doet. Ja, hou ze niet achter. We vinden het, en dat heeft men al duidelijk gecommuniceerd, we vinden het veel vreemder dat een bedrijf nog nooit een melding zou hebben gedaan, dan een bedrijf dat eigenlijk op een jaar tijd een aantal meldingen doet. Dat is normaal, want het begrip is zeer ruim gedefinieerd, dus dat u daar niet zou ondervallen met bepaalde veiligheidsincidenten zal eerder argwaan wekken dan wanneer dat u geregeld eens een datalek zou moeten melden. Ook wanneer dat u het zou achterhouden en de autoriteit zou erachter komen, dan heeft u natuurlijk het risico dat men veel zwaarder zal gaan sanctioneren. Het melden op zich leidt ook niet onmiddellijk tot onderzoeken of tot sancties die worden opgelegd, want dat is toch iets waar dat de meeste ondernemingen voor vrezen. De reactie, zoals we hebben gezegd, is eigenlijk vrij beperkt. Men krijgt bevestiging dat men zijn meldplicht heeft nagekomen, maar onderzoeken of sancties die worden vandaag de dag toch voorlopig nog niet heel actief opgevolgd of uitgevoerd. Weet ook dat het altijd een geval per geval analyse zal zijn, dus de concrete omstandigheden zullen altijd van belang zijn. Er is wel guidance over welke kernprincipes of welke factoren dat u bij die beoordeling kan gebruiken, maar het zal toch altijd in detail moeten bekeken worden of dat er hier een datalek is en wat het risico daarvan is. Weet wel dat u in die analyse toch een zekere flexibiliteit heeft. Daarmee willen we zeggen van kijk, die 72 uur, dat is natuurlijk een zeer korte en een zeer strakke
termijn die moet worden aangehouden, maar die begint natuurlijk pas te lopen vanaf het moment dat u zeker bent dat er een datalek zich heeft voorgedaan. Dus niet bij eender welk incident dat zich voordoet en dat misschien tot een datalek zou kunnen leiden, begint die termijn nog niet te lopen. Het tweede punt waar het er ook flexibiliteit op is, is dat u natuurlijk in fases kan gaan melden. En dat u zeker moet zorgen dat u uw voorlopige melding op tijd doet, binnen die 72 uur, en dat u nadien meer tijd heeft om alles grondiger te onderzoeken en volledige melding te doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Daarmee kunnen wij afsluiten. Als er vragen zijn, dan beantwoorden wij die nog heel graag.